Pendant le dîner, ma sœur a dit qu'elle était enceinte, et que le père était mon mari. Mais ensuite, j'ai révélé un secret. Vous savez, quand vous pensez connaître les personnes qui vous sont le plus proches, quand vous croyez que peu importe les problèmes qui existent, certaines limites ne seraient jamais franchies. Eh bien, je le pensais, moi aussi. Je m'appelle Marina. J'ai 29 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert que certaines personnes sont capables de tout, simplement pour obtenir ce qu'elles veulent. C'était un jeudi du mois de mars, quand j'ai reçu la nouvelle de ma promotion. Après 4 années passées à travailler comme chef de projet, dans une entreprise technologique à Austin, au Texas, j'allais enfin devenir directrice commerciale. Je n'arrivais pas à m'arrêter de sourire au bureau. J'ai appelé David, mon mari, et Béatrice, ma sœur cadette, pour partager cette joie. Allons fêter ça au Terzo ce soir, ai-je suggéré. Le Terzo était ce restaurant italien chic, où un repas coûtait plus que le salaire minimum. Mais je pouvais me le permettre. J'avais travaillé dur pour cela. Je suis arrivé au restaurant la première, portant cette robe bleu marine, celle dont David disait toujours qu'elle m'allait à merveille. J'ai choisi une table dans un coin plus isolé. Je voulais de l'intimité pour célébrer. La salle à manger était remplie de cadres, et de couples élégants. Le genre d'environnement où je me sentais à l'aise, après des années passées à bâtir ma carrière. Quand je les ai vus arriver ensemble, j'ai trouvé ça étrange. Béatrice était radieuse, arborant un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et David, lui, semblait nerveux. Il était toujours un peu mal à l'aise dans les endroits chers. Mais, il y avait quelque chose de différent ce soir-là. Une tension dans l'air, que je n'arrivais pas à identifier. Félicitations pour la promotion, Marie. Béatrice m'a serré dans ses bras, avec une effusion suspecte. Elle n'était jamais très démonstrative en matière d'affection, surtout avec moi. Nous avons commandé une bouteille de Chianti à 200 €, et j'ai commencé à leur parler des nouveaux projets que j'allais diriger, de l'augmentation de salaire de 40%, et des possibilités de croissance à l'international. Béatrice écoutait avec beaucoup trop d'attention. David n'arrêtait pas de tripoter sa serviette. En fait, a interrompu Béatrice, au beau milieu de mon enthousiasme, nous avons aussi une nouvelle à partager. Elle a pris la main de David à travers la table, et mon estomac s'est noué, de façon inexplicable. Je suis enceinte. Le monde s'est arrêté. C'est littéralement arrêté. Les voix du restaurant sont devenues un bourdonnement lointain. Les lumières ont semblé vaciller, et j'ai fixé la main de ma sœur, entrelacée avec celle de mon mari, comme si c'était un mirage. Enceinte. Béatrice était enceinte de l'enfant de David. Je sais que c'est une situation compliquée. David a pris la parole pour la première fois depuis leur arrivée, sa voix s'éteignant presque. Mais c'est arrivé, et nous. Nous sommes tombés amoureux. Ils m'ont regardé avec un mélange d'attente, et d'une satisfaction mal dissimulée. C'était comme s'ils attendaient que j'explose, que je crie, que je fasse une scène qui donnerait aux autres tables un sujet de conversation intéressant pour plus tard. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que dévisager. Ma sœur, Béatrice, celle que j'avais aidée à payer ses études quand nos parents ne le pouvaient pas, était là, tenant la main de mon mari, enceinte de son enfant, et me disant cela le jour même de ma promotion. Depuis combien de temps, ai-je réussi à demander, ma voix sortant avec un calme étrange. 3 mois, a répondu Béatrice, en passant la main sur son ventre, encore imperceptible. Ça a commencé juste après ton anniversaire. Mon anniversaire était en décembre. Nous étions en mai. 3 mois de trahison, 3 mois de mensonges, 3 mois à se moquer de moi, pendant que je travaillais 12 heures par jour, pour obtenir cette promotion que je voulais tant partager avec les personnes que j'aimais. Marina, dis quelque chose, a demandé David. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment regardé, j'ai vraiment prêté attention à cet homme, avec qui j'étais marié depuis 4 ans. Il avait l'air soulagé, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules, comme si tout cela était libérateur pour lui. Que veux-tu que je dise, ai-je demandé, toujours avec cette voix étrange, qui ne semblait pas être la mienne. Félicitations, a ri Béatrice, d'un rire nerveux, mais sincère. Écoute, Marie, je sais que ce n'est pas facile, mais ces choses-là arrivent. L'amour, c'est l'amour, n'est-ce pas? Et le bébé. Elle a de nouveau passé la main sur son ventre. Le bébé a besoin de ses 2 parents réunis. J'ai pris mon sac à main lentement,
j'ai laissé 2 billets de 50 € sur la table, plus qu'assez pour couvrir ma part de l'addition, et je me suis levé. Je rentre chez moi. Faites ce que vous voulez. Alors que je marchais vers la sortie, j'ai entendu David appeler mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Dans le miroir mural du restaurant, je pouvais voir leur reflet, toujours assis à la table. Béatrice souriait. Pendant toute notre enfance, Béatrice a vécu dans mon ombre, et cela l'irritait profondément. J'étais la fille aînée, la fille responsable, celle qui obtenait de bonnes notes, sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Elle était la plus jeune, la petite gâtée, celle que nos parents protégeaient de tout. Mais pour une raison ou une autre, cela n'a jamais été suffisant pour elle. Nous avons grandi dans une famille de la classe moyenne, à San Antonio. Notre père travaillait comme comptable, dans une compagnie pétrolière. Notre mère était institutrice en école primaire. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien non plus. Malgré cela, Béatrice a toujours eu l'impression qu'elle méritait plus. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète pour étudier l'administration des affaires à l'Université du Texas, Béatrice a pris soin de dire que c'était « de la chance de fille riche ». Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et décroché un stage dans une multinationale à Austin, elle a commenté que j'avais toujours su « me vendre ». Quand j'ai acheté mon premier appartement à 25 ans, elle m'a demandé si je n'étais pas trop ambitieuse. Le pire, c'est qu'elle croyait vraiment mériter les mêmes choses que moi, mais sans fournir d'efforts. Comme si le succès était une question de chance ou de favoritisme, et non de travail acharné et de sacrifice. Béatrice a étudié le graphisme dans une université publique, elle a obtenu son diplôme sans grande distinction, et depuis, elle sautait d'un emploi à l'autre, se plaignant toujours que les patrons ne reconnaissaient pas son potentiel. Nos parents ont toujours essayé d'équilibrer les choses. Quand j'ai acheté ma nouvelle Honda Civic, ils lui en ont acheté une d'occasion, à elle aussi. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, ils ont augmenté l'aide qu'ils lui accordaient, pour payer le loyer d'un petit appartement dans le centre de San Antonio. C'était comme s'ils essayaient de compenser ma réussite, en maintenant Béatrice au même niveau, de manière artificielle. Elle posait toujours des questions sur mon salaire, mes investissements, la valeur de mon appartement. Juste de la curiosité fraternelle, disait-elle. Mais il y avait une intensité, dans la façon dont elle posait ces questions, qui me dérangeait. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas de la curiosité. C'était de l'envie pure, mêlée à une avidité que je refusais de voir. Quand j'ai rencontré David, lors d'une fête de bureau il y a 5 ans, Béatrice a pris soin de dire qu'il n'était pas mon genre. Il était beau, gentil, et travaillait comme vendeur dans une concession BMW. Il gagnait raisonnablement bien sa vie, pour les normes du Texas, environ 5 000 € par mois avec les commissions, mais rien de comparable à mon salaire de 8 000 €, qui est vite passé à 12 000. Malgré tout, je suis tombée amoureuse. Il était amusant, affectueux, et me faisait rire après des journées stressantes au bureau. David avait une simplicité qui m'attirait, une façon peu compliquée de voir la vie, qui contrastait avec ma nature, toujours encline à planifier 3 étapes à l'avance. Béatrice a toujours été polie avec David. Mais j'ai remarqué une certaine tension, surtout quand nous sortions tous ensemble, et que l'addition arrivait. David se sentait parfois gêné quand je payais pour des restaurants qui coûtaient 100 € par personne, ou quand nous achetions des billets de concert à 200 € l'unité. Béatrice observait tout cela, avec ce regard calculateur que je connaissais bien, mais que je préférais ignorer. « Tu l'entretiens, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé un jour, quand David est allé aux toilettes, lors d'un déjeuner en famille chez Olive Garden. « Je ne l'entretiens pas », ai-je répondu, irrité. « Nous partageons les dépenses, proportionnellement à nos revenus. » C'était vrai. David payait les factures qu'il pouvait. L'épicerie, l'essence, quelques factures de la maison, et je couvrais le reste. Ça fonctionnait pour nous. Mais pour Béatrice, c'était une preuve de plus que j'avais trop de chance. Une carrière brillante, un magnifique appartement de 2 chambres à Austin, un mari dévoué, des investissements qui augmentaient mois après mois. Comme si je ne m'étais pas battu pour chaque accomplissement, comme si tout m'était tombé du ciel. Je suis rentré chez moi, et l'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Le lit fait, la vaisselle lavée, tout à sa place. C'était étrange de voir à quel point la vie pouvait s'effondrer complètement, et pourtant, les choses pouvaient rester exactement les mêmes. La brosse à dents de David était toujours là, dans la salle de bain, ses vêtements dans le placard, et cette ridicule tasse des Dallas Cowboys,
qu'il avait eu lors d'une promotion de la concession. Je me suis assise sur le canapé en cuir beige du salon, toujours dans ma robe et mes talons hauts, et j'ai fixé le vide. Ma tête était étrangement silencieuse, comme si mon cerveau avait désactivé le système de traitement des émotions. Je savais que je devrais pleurer, crier, casser des choses, mais tout ce que je ressentais, c'était une sorte d'engourdissement, comme lorsque vous vous cognez le coude, et que vous ne sentez plus votre bras pendant quelques minutes. David n'est pas rentré à la maison cette nuit-là, évidemment. À 2 heures du matin, j'ai reçu un message. Je suis chez Béa. Nous parlerons demain. Béa. Il appelait ma sœur Béa, comme s'ils étaient intimes depuis des années. Comme si je n'existais pas. Comme si nos 4 années de mariage n'étaient qu'un obstacle encombrant, qui avait enfin été écarté. J'ai passé la nuit éveillé, à arpenter les 120 mètres carrés de l'appartement, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Comment n'avais-je pas remarqué les signes? Y avait-il des signes? David qui travaillait plus tard ces dernières semaines. Béatrice qui me posait des questions sur mon emploi du temps, chaque fois qu'elle appelait. Tous les deux arrivant ensemble au restaurant, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maintenant que j'y pensais, Béatrice était beaucoup venue à Austin ces derniers mois. Je suis venu voir quelques clients, disait-elle. Béatrice travaillait comme graphiste indépendante, il était donc plausible qu'elle ait des projets dans la ville, mais Austin n'était qu'à 1h30 de San Antonio. Pourquoi restait-elle toujours dans des hôtels? Pourquoi n'a-t-elle jamais demandé à dormir sur mon canapé, comme elle le faisait avant? Quand le soleil s'est levé, j'étais toujours sur le canapé, ma robe froissée, et mon maquillage étalé. Mon iPhone affichait 17 appels manqués de ma mère. Béatrice lui avait tout raconté, probablement dans une version romancée, où ils étaient 2 amants qui ne pouvaient pas résister au destin cruel, ce destin qui les avait fait se rencontrer à travers moi. J'ai appelé le bureau, et j'ai dit que je n'irais pas travailler. Simone, mon assistante, a remarqué que quelque chose n'allait pas au ton de ma voix, mais elle n'a pas insisté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, Marina. Tu ne manques jamais le travail. Ça doit être quelque chose d'important. Elle était l'une des rares personnes en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Je suis allé prendre une douche, essayant de laver cette sensation poisseuse laissée par cette nuit. Sous l'eau chaude, j'ai enfin pleuré. Pas des larmes dramatiques de cinéma, mais ces pleurs fatigués de quelqu'un qui venait de perdre 2 personnes importantes d'un coup. Ma sœur et mon mari. Les 2 personnes que j'aimais le plus au monde m'avaient trahi, de la manière la plus cruelle qui soit. Quand je suis sorti de la douche, j'avais 3 messages de Béatrice. Marie, il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça que nous voulions que tu l'apprennes. Appelle-moi, s'il te plaît. Je sais que c'est difficile, mais nous pouvons résoudre ça comme des adultes. Je les ai tous supprimés sans répondre. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé toute la journée à ne faire absolument rien de productif. J'ai regardé Netflix, j'ai commandé de la nourriture chinoise qui a coûté 40 € et qui est arrivée froide, j'ai ignoré le téléphone qui sonnait toutes les 2 heures. C'était comme si j'avais besoin d'une journée entière, pour digérer le fait que ma vie avait complètement basculé du jour au lendemain. Ce soir-là, David s'est pointé pour prendre des vêtements. Il avait encore les clés. Il se sentait encore le droit d'entrer dans l'appartement que j'avais acheté seul, comme si de rien n'était. Il a essayé de parler, de s'expliquer, de se justifier, tout en préparant une valise avec ses affaires. Ce n'était pas prévu, Marie. C'est juste arrivé. Comme si la trahison était un accident météorologique, quelque chose qui échappait au contrôle humain. Béa traversait une période difficile. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, ai-je demandé, en le regardant plier les polos que je lui avais achetés chez Nordstrom. Officiellement, depuis janvier. 4 mois. 4 mois de mensonges, de faux baisers, de « je t'aime » vide avant de dormir. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour obtenir la promotion, rêvant de notre avenir ensemble, il construisait une nouvelle vie avec ma sœur. Je vais trouver un avocat, ai-je prévenu, assise sur le lit king size que j'avais acheté l'année précédente. David a arrêté de faire sa valise, et m'a regardé pour la première fois depuis son arrivée. Marie, ça n'a pas à se passer comme ça. Nous pouvons tout résoudre entre nous civilement. Diviser les choses équitablement, sans complication. Civilement. Diviser les choses équitablement.
Comme si la trahison était un problème qui pouvait être résolu avec politesse et bonne volonté. Comme s'il avait le moindre droit sur ce que j'avais construit. Après son départ, emportant 2 valises, et promettant de revenir ce week-end pour prendre le reste, j'ai appelé Elena. Elena était ma meilleure amie depuis l'université, et avocate spécialisée en droit de la famille à Houston. Je lui ai tout raconté, en essayant de garder une voix stable. Elena m'a écouté en silence, et quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. Marina, je suis tellement désolé. Je sais à quel point tu l'aimais, et à quel point tu faisais confiance à ta sœur. Elle a fait une pause. À propos du divorce. J'ai besoin que tu apportes tous les documents de mariage, les relevés bancaires, les actes de propriété, les preuves de revenus, les investissements, tout. Je vais monter le meilleur dossier possible pour toi. Elena, je me fiche de l'argent. Je veux juste que ça se termine vite. Ne dis pas ça, Marina. Tu t'es battue dur pour construire ce que tu as. Tu ne vas pas tout remettre à quelqu'un qui t'a trahi. As-tu une idée de ce que vaut ton patrimoine aujourd'hui? Je n'en avais pas une idée exacte, mais je savais que c'était substantiel. L'appartement valait au moins 400 000 euros. J'avais environ 100 000 euros en investissement, des parts dans une start-up valant au moins 50 000 euros, plus mon nouveau salaire de 16 000 euros par mois. J'ai programmé la réunion pour la semaine suivante, et j'ai raccroché. C'est alors que je me suis souvenu que je devais organiser tous les documents importants. Ce n'était pas quelque chose que je faisais régulièrement. Qui pense au divorce, quand on est heureux en mariage? Je suis allé dans le bureau que j'avais aménagé dans la 2e chambre de l'appartement, où je gardais tout organisé dans des dossiers de couleur, comme une personne obsédée par le contrôle. Les relevés bancaires des 2 dernières années. Les déclarations de revenus, les relevés d'investissement de Fidelity et Charles Schwab. C'était impressionnant de voir sur papier tout ce que j'avais accompli à 29 ans. J'étais fier de ce que j'avais construit, mais maintenant, tout semblait si fragile, comme si ça pouvait disparaître à cause d'une trahison, et d'une procédure de divorce mal menée. J'ai pris le dossier vers où je gardais les documents de mariage. Acte de naissance, certificat de mariage du comté de Trévis, contrat 2. Contrat 2. Je me suis arrêté avec le certificat de mariage à la main, en fronçant les sourcils. Il y avait quelque chose d'écrit là-dessus concernant le régime matrimonial, qui a soudainement attiré mon attention. Régime des biens séparés, séparation de biens complète. Pourquoi une séparation complète? La plupart des couples au Texas choisissaient la communauté de biens, une communauté partielle des biens. C'est alors que je m'en suis souvenu, vaguement, comme un souvenir qui était rangé dans un tiroir poussiéreux de mon cerveau. Le contrat de mariage. J'avais insisté pour faire un contrat de mariage prénuptial, il y a 4 ans. J'ai couru vers le petit coffre-fort que j'avais installé dans le placard de la chambre. Ça faisait si longtemps que je ne l'avais pas ouvert, que j'avais presque oublié la combinaison. Ma date d'anniversaire à l'envers. À l'intérieur, coincé entre l'acte de l'appartement et mon passeport. Il était là, un contrat prénuptial, dans une enveloppe scellée avec les sceaux du bureau du greffier du comté de Trévis. Contrat de mariage prénuptial. Marina Santos Silva et David Oliveira Ferré. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Je me rappelais vaguement avoir insisté là-dessus à l'époque, mais les détails étaient flous. C'était il y a 4 ans, j'étais tellement amoureuse et heureuse, que les aspects juridiques du mariage semblaient n'être qu'une formalité nécessaire, pour officialiser notre amour. Mais maintenant, seul dans ma chambre à 2 heures du matin, tenant ces pages imprimées sur le papier en tête du cabinet d'avocat, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des jours, une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que je n'allais pas perdre tout ce que j'avais construit. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans ces papiers, qui pourrait me protéger de la cupidité de ma sœur, et de l'irresponsabilité de mon mari. J'ai pris une grande inspiration, j'ai allumé la lampe de chevet, et j'ai commencé à lire chaque mot, avec l'attention de quelqu'un qui déchiffre son propre avenir. Le souvenir est revenu, comme un film qu'on rembobine. C'était un samedi ensoleillé du mois d'avril, 2 semaines avant notre mariage. J'avais 25 ans, et je venais de signer le contrat d'achat de mon premier appartement, un loft moderne de 2 chambres au centre-ville d'Austin, qui coûtait 350 000 euros. David était nerveux à propos des préparatifs de la cérémonie, se plaignant des coûts qui devenaient hors de contrôle. « Marie, tu es sûre que tu as besoin de tout ça ?» a-t-il dit, en regardant la liste des fournisseurs étalée sur la table de ma cuisine.
15 000 € de traiteur, 8 000 pour le photographe, 12 000 de décoration. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup. C'était beaucoup d'argent en effet. Surtout pour lui, qui gagnait environ 4 000 € par mois à la concession BMW. Pour moi, qui venais de recevoir une promotion substantielle et gagnait 12 000 par mois, c'était un investissement pour notre journée spéciale. Mais je comprenais son inquiétude. Il avait grandi dans une famille où chaque euro était compté. David, détends-toi. Je paierai la plus grande partie. Tu contribues avec ce que tu peux. Ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble, à célébrer notre amour. C'est dans ce contexte que j'ai mentionné le contrat de mariage, non par méfiance, mais comme une protection naturelle, pour quelqu'un qui possédait des actifs importants. Mon avocate de l'époque, maître Patricia Williams, me l'avait suggéré lors de l'achat de l'appartement. Marina, vous êtes jeune, vous avez du succès, et vous accumulez des biens rapidement. Un contrat de mariage est raisonnable, surtout quand il y a une différence significative de patrimoine entre les conjoints. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une protection intelligente. Quand j'ai parlé de cela à David un mardi soir, il a ri. Il a littéralement ri. Manquant de cracher la bière Chinée Bock qu'il buvait. Un contrat prénuptial? Ce n'est pas un truc de riche, ça? Nous nous aimons, Marie. L'amour n'a pas besoin de papier pour prouver quoi que ce soit. Ces choses-là, c'est pour les couples qui entrent dans le mariage en pensant déjà au divorce. Il ne s'agit pas d'amour, David. C'est une protection juridique pour nous deux. Si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal. Il m'a interrompu, en tirant ma main. Nous allons être heureux pour toujours. Tu deviens paranoïaque, bébé. Il a fait une grimace comme s'il ne comprenait pas la nécessité de la chose, mais a fini par accepter, quand je lui ai expliqué que c'était quelque chose qui me rassurerait. Si c'est important pour toi, d'accord. Mais honnêtement, je pense que tu compliques quelque chose qui devrait être simple. Nous sommes allés au bureau de Maître Williams un jeudi matin. Je me souviens que David avait la gueule de bois, parce qu'il était sorti avec ses collègues de la concession la veille, pour sa dernière sortie de célibataire. Il est arrivé avec 15 minutes de retard, un peu endormi, se plaignant d'avoir perdu une vente importante à cause de ce rendez-vous. Désolé, Marie. J'ai dû venir directement du travail. Johnson voulait conclure une affaire aujourd'hui, mais j'ai dit que j'avais un rendez-vous important avec toi. Maître Williams, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux gris et des tailleurs impeccables, a expliqué les termes de base, avec la patience de quelqu'un qui avait fait cette présentation des centaines de fois. Séparation complète des biens. Chaque conjoint conserve son patrimoine individuel. Aucune division en cas de divorce, à l'exception des biens acquis conjointement, avec des preuves claires de contribution mutuelle. Il est important de comprendre, a-t-elle dit en regardant principalement David, que cet accord protège les deux parties. Si vous acquérez des biens importants pendant le mariage, ils seront également protégés. Tu comprends, David, ai-je demandé, en observant son expression un peu perdue. Oui. Oui. Chacun garde ce qui est à lui, n'est-ce pas? Ça a du sens. Ça n'avait aucun sens de croire qu'il avait complètement compris, car David n'avait jamais montré d'intérêt pour les questions juridiques ou financières complexes. Quand j'essayais de parler d'investissement ou de planification financière, il changeait de sujet, ou faisait des blagues sur le fait que j'étais trop coincé avec l'argent. Mais il a signé toutes les pages avec la même facilité que s'il signait une liste de courses. 15 pages d'un texte juridique dense. Des clauses spécifiques sur les propriétés, les investissements, les entreprises futures, les héritages. David a à peine lu les titres des sections là-dedans. Maintenant, vous pouvez vous marier en paix, a dit Maître Williams, en souriant pendant qu'elle tamponnait et classait les copies. J'espère ne jamais vous revoir ici, sur le plan professionnel. Sur le chemin du retour, en conduisant ma Honda Civic dans les rues d'Austin, David a commenté, je trouve toujours que cette histoire de contrat est un peu bizarre, mais si ça te rassure, l'important c'est que dans 2 semaines, nous serons mariés, mari et femme pour toujours. Il n'avait vraiment pas compris ce qu'il avait signé. Pour David, ce n'était qu'une autre formalité administrative nécessaire pour officialiser notre amour, comme obtenir le certificat de mariage, ou choisir les alliances. Il ne comprenait pas qu'il renonçait à tout droit sur mon patrimoine présent, et futur. Et moi, amoureux et convaincu que nous serions heureux pour toujours, je ne me souciais pas de son manque d'attention aux détails.
Après tout, l'amour était plus important que n'importe quel bout de papier, n'est-ce pas? Nous allions construire une vie ensemble, tout partager, être un couple moderne et complice. Le contrat n'était qu'une formalité, qui ne serait jamais nécessaire. Comme j'avais tort. Maintenant, 4 ans plus tard, seul dans la chambre à 3 heures du matin avec le contrat entre les mains, je comprenais enfin la valeur de ces fameux « trucs de riche ». J'ai lu chaque page avec une attention redoublée, comme si je déchiffrais un code secret qui pourrait me sauver la vie. Les mots juridiques, qui à l'époque ne semblaient être qu'une formalité, brillaient maintenant sur la page comme des diamants précieux. Séparation complète des biens. Chaque conjoint conservera la propriété individuelle de tous les biens possédés avant le mariage, et de tous les biens acquis pendant le mariage. Chaque bien acquis pendant le mariage. L'appartement que j'avais acheté avant de me marier. Les investissements que je faisais chaque mois. Les placements en actions. Les parts dans la start-up technologique, que j'avais achetée il y a 2 ans. Tout cela m'appartenait, exclusivement. En cas de dissolution du mariage, il n'y aura aucune division des biens, chaque partie conservant l'intégralité de ses actifs individuels. Dissolution du mariage. Il n'y aura aucune division des biens. David n'avait droit à rien, absolument rien de ce que j'avais construit. J'ai continué à lire, cherchant une clause qui pourrait compliquer les choses, une faille qu'il pourrait utiliser pour réclamer une partie de mon patrimoine, mais il n'y en avait aucune. Le contrat était limpide, exhaustif, et blindé. Maître Williams avait fait un travail impeccable. Renonciation à la pension alimentaire. Les 2 parties renoncent par la présente à tout droit à une pension alimentaire, ou à une aide financière de la part de l'autre partie. Pension alimentaire. David n'avait même pas droit à une pension alimentaire. Et considérant qu'il gagnait beaucoup moins que moi, théoriquement, c'est lui qui aurait pu demander un soutien financier. Pour la première fois depuis 3 jours, j'ai souri. Un petit sourire, mais sincère. David avait signé sa propre condamnation financière, il y a 4 ans, sans même s'en rendre compte. Et Béatrice. Oh, Béatrice. Elle avait probablement séduit mon mari, en pensant qu'il serait sa porte d'accès à une vie financièrement confortable. Quelle délicieuse ironie. J'ai continué à lire les clauses spécifiques. Séparation des dettes, chacun était responsable des siennes. Les entreprises futures, les participations à des sociétés restaient individuelles. La propriété intellectuelle, les redevances et les brevets n'étaient pas partagés. L'héritage, les biens reçus de la famille restaient à leur destinataire initial. C'était une armure complète. David n'avait pas le moindre droit sur ce que j'avais construit, et plus important encore, je n'avais aucune responsabilité vis-à-vis de ses dettes. Je me suis souvenu qu'il avait financé un pick-up Ford F-150 l'année précédente, et qu'il possédait une carte de crédit à plafond élevé, qu'il utilisait fréquemment. J'ai pris mon ordinateur portable, et j'ai commencé à dresser mentalement la liste de mon patrimoine actuel. Un appartement évalué à au moins 400 000 euros. Des investissements en actions et en fonds, totalisant environ 100 000 euros. Des parts dans la start-up que j'avais fondée avec 2 collègues d'université, d'une valeur d'au moins 50 000 euros lors de la dernière levée de fonds. Un compte courant et un compte d'épargne avec 40 000 euros. Une voiture entièrement payée, estimée à 20 000 euros. Plus de 600 000 euros de valeur nette à 29 ans. Et David n'avait droit à rien de tout cela. Mieux encore, mon nouveau salaire de directrice commerciale serait de 16 000 euros par mois, plus des primes basées sur les performances, qui pourraient atteindre 20 000 euros par mois lors des meilleurs trimestres. Pendant ce temps, David continuerait de gagner ses 4 000 ou 5 000 euros mensuels, en vendant des voitures. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri, un petit sourire, mais sincère. David avait signé sa propre condamnation financière il y a 4 ans, sans même s'en rendre compte. Et Béatrice. Oh, Béatrice. Elle avait probablement séduit mon mari, en pensant qu'il serait sa porte d'accès à une vie financièrement confortable. Quelle délicieuse ironie. Je me suis souvenu de la conversation que nous avions eue à Noël dernier, quand elle se plaignait de l'injustice de me voir tout posséder. Marie, tu te rends compte à quel point c'est frustrant? Un bel appartement, une nouvelle voiture, des voyages, pendant que je me tue à la tâche et que je peux à peine payer mon loyer. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas de la frustration. C'était de la planification. Béatrice avait vu en David une opportunité d'obtenir enfin ce qu'elle méritait, sans avoir à travailler pour l'avoir. Elle ne l'aimait pas.
Elle aimait ce à quoi elle pensait qu'il pourrait lui donner accès. J'ai rangé le contrat dans le coffre-fort, mais j'ai d'abord pris en photo toutes les pages avec mon iPhone. J'ai envoyé les images à Elena par email, avec pour objet « envoyé par Dieu ». Elle a répondu en 15 minutes, même s'il était presque 4 heures du matin. Marina, ça change tout. Appelle-moi demain. Pour la première fois depuis cet horrible dîner au Terzo, j'ai réussi à dormir quelques heures. Et pour la première fois depuis des années, j'ai rêvé de mon avenir. Un avenir où j'étais complètement libre d'être qui je voulais être, sans que personne n'essaie de me voler ce que j'avais construit. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Tout en prenant mon café dans ma cuisine moderne, en regardant la silhouette d'Austin depuis la fenêtre de mon 10e étage, j'ai commencé à relier les points, qui auparavant me semblaient n'être que d'innocentes coïncidences. Béatrice avait toujours montré un intérêt suspect pour ma vie financière. Ce n'était pas juste de la curiosité fraternelle. Il y avait une intensité calculatrice dans ses questions, qui prenait désormais tout son sens. Combien paies-tu de loyer pour cet appartement, avait-elle demandé lors d'une visite l'année dernière. Quand j'ai expliqué que je remboursais un crédit, et non un loyer, ses yeux se sont illuminés. Waouh, ça doit valoir une fortune. Elle posait des questions sur mon salaire avec une fréquence inhabituelle. Marie, combien gagnes-tu maintenant? Juste pour me situer sur le marché, disait-elle, comme si elle comparait ça avec ses propres opportunités en tant que travailleuse indépendante. Quand j'ai mentionné que j'investissais dans des actions, elle a voulu connaître les montants précis. Je pense commencer à investir, moi aussi. J'ai besoin d'une référence. Je me suis rappelé d'une conversation spécifique, lors du Noël de l'année dernière. Nous étions chez nos parents à San Antonio, et Béatrice avait bu quelques verres de vin de trop. Marie, tu te rends compte à quel point c'est frustrant de te voir tout avoir? Un bel appartement, une nouvelle voiture, des voyages, des vêtements chers, pendant que je me tue au travail et que je peux à peine payer mon loyer. Béatrice, tu peux avoir tout ça aussi. C'est une question de travail acharné, et de choix intelligents, avais-je répondu, essayant de l'encourager. Oh, bien sûr. Tout le monde a les mêmes opportunités, n'est-ce pas? Tu as toujours été la fille parfaite, la fille intelligente, celle qui obtient tout facilement. Moi, je dois me tuer, juste pour obtenir des miettes. À l'époque, je pensais que c'était juste l'alcool qui parlait. Maintenant, je réalisais que c'était de l'envie, et du ressentiment accumulé pendant des années. Béatrice croyait sincèrement mériter ce que j'avais, mais sans fournir l'effort correspondant. Et David, pauvre David, il n'a jamais été quelqu'un d'ambitieux sur le plan financier. Il se contentait de son salaire de concessionnaire, de sa vie simple, faite de bière le week-end et de football à la télévision. Mais je remarquais comment il regardait parfois les choses que j'achetais, avec un mélange d'admiration et de malaise. 400 € pour un sac à main, Marie? C'est presque mon loyer, avait-il commenté quand j'ai acheté un coach chez Nordstrom. Ce n'était pas une critique. C'était plutôt comme s'il essayait de comprendre un monde financier, complètement différent du sien. Béatrice avait probablement semé des graines dans sa tête. Imagine quand vous divorcerez, David. La moitié de tout ça sera à toi. Elle ne connaissait pas l'existence du contrat de mariage, parce que je n'en avais jamais parlé à personne dans la famille. C'était une affaire privée, entre moi et mon mari. Maintenant, je comprenais cette conversation, que j'avais surprise par hasard, il y a quelques mois. David était au téléphone sur le balcon, et je pensais que c'était pour le travail. Mais aujourd'hui, je me rappelais l'avoir entendu dire, je ne sais pas si c'est le bon moment. Elle se doute de quelque chose. J'ai besoin d'être sûr. À l'époque, je pensais qu'il parlait d'une vente compliquée. Maintenant, je réalisais qu'il parlait probablement à Béatrice, de la manière et du moment de révéler leur relation. La partie la plus douloureuse était de réaliser qu'ils avaient planifié ce moment au restaurant. Le choix du terzo, le jour même de ma promotion. La façon dont ils sont arrivés ensemble. La satisfaction mal dissimulée sur leur visage. Ce n'était pas une impulsion, ou une confession désespérée. C'était du théâtre. Ils voulaient m'humilier publiquement, me prendre au dépourvu, me voir m'effondrer, et ils s'attendaient probablement à ce que je réagisse avec désespoir, à ce que je supplie David de revenir, en lui offrant n'importe quoi pour sauver mon mariage. Dommage qu'ils ne connaissaient pas l'existence du contrat de mariage.
J'ai passé le week-end à organiser ma stratégie. J'ai appelé Elena tôt le lundi matin, avant même d'aller au travail. Ma grande, ce contrat est une œuvre d'art juridique. David n'a droit à absolument rien. Nous pouvons régler le divorce en 60 jours, s'il ne conteste pas. Et s'il conteste? Sur quelle base? Il a signé le contrat prénuptial. Tout est enregistré. Il n'y a pas de vice de consentement. À moins qu'il ne prouve la coercition ou la fraude, ce qui est impossible. Il est foutu. Foutu. David était foutu, et ne le savait même pas encore. Elena, je veux faire quelque chose. Je vais les appeler et leur proposer une conversation civilisée au sujet du divorce. Je veux voir leur visage quand ils découvriront la vérité. Marina, es-tu sûre? Il serait peut-être plus simple de déposer les papiers, et d'en finir avec ça. Je suis sûr. Ils m'ont humilié en public. Je veux leur rendre l'appareil. Et s'ils se doutent de quelque chose? Ils ne se douteront de rien. Ils sont trop occupés à planifier comment dépenser mon héritage. 3 semaines se sont écoulées depuis cette nuit-là au terreau. 3 semaines durant lesquelles David est venu chercher le reste de ses affaires à l'appartement, toujours accompagné de Béatrice, comme s'il avait besoin de protection ou de soutien moral. 3 semaines durant lesquelles ma mère appelait quotidiennement, pour tenter d'apaiser la situation, comme si la trahison était un malentendu qui pouvait se résoudre par une conversation franche. Marina, ma chérie, je sais que tu es blessée, mais ces choses-là arrivent. David a toujours été un bon garçon, et Béatrice est enceinte. Ne peux-tu pas penser au bébé? Penser au bébé. Ce bébé que ma sœur utilisait comme excuse pour me voler mon mari, et par conséquent, mon patrimoine. Maman, je ne vais pas en discuter. David et moi, nous divorçons. Point final. Mais Marina, vous avez construit une vie ensemble. L'appartement, les projets. Ah, oui. L'appartement, les projets. Ma mère croyait aussi que David avait droit à la moitié de tout. Béatrice avait probablement rempli la tête de toute la famille, avec des histoires sur mon égoïsme, et ma mesquinerie à ne pas accepter gracieusement la trahison. La 4e semaine, j'ai appelé Béatrice. Elle a répondu à la 2e sonnerie, comme si elle attendait mon appel. Marie, c'est si bien que tu es appelée. Nous devons vraiment parler. Salut, Béa. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à toute cette situation, et je pense que vous avez raison. Ça ne sert à rien de garder rancune. Nous sommes des adultes. Ces choses-là arrivent. Silence à l'autre bout du fil. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Vraiment? Tu es d'accord avec ça? J'essaie de l'accepter. Je veux dire, vous êtes tombés amoureux, n'est-ce pas? Ce n'est la faute de personne. Et maintenant, il y a le bébé à qui il faut penser. Waouh, Marie. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis soulagé d'entendre ça. David était tellement inquiet, il pensait que tu allais faire un drame, compliquer le divorce. Compliquer le divorce. Comme c'est intéressant. Comme si c'était moi, la personne compliquée dans l'histoire. Pas du tout. Pouvons-nous nous rencontrer, pour discuter civilement de la façon de tout résoudre sans dispute? Juste pour régler les choses comme des adultes. Peut-être dîner à nouveau, mais cette fois pour clore le chapitre, pas pour des surprises. Béatrice a ri nerveusement. Bien sûr, ce serait génial. David sera si heureux. Il avait peur que tu... Eh bien, que tu fasses une scène. Non, imagine un peu, une scène pour quoi faire? Retrouvons-nous à nouveau au terreau, puisque c'est là que tout a commencé. Samedi soir. Parfait. Marie, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important pour nous, surtout maintenant, avec le bébé qui arrive. J'ai raccroché le téléphone en souriant. Le samedi soir promettait d'être intéressant. Très intéressant. J'ai passé les jours suivants à me préparer, telle une actrice répétant pour la représentation de sa vie. J'ai choisi la tenue, une robe noire élégante qui transmettait sérieux et contrôle. J'ai pratiqué devant le miroir l'expression calme et résignée que je voulais maintenir, tout au long de la conversation. Elena pensait que l'idée était risquée. Marina, es-tu sûre de vouloir faire ça? Il serait peut-être plus efficace de simplement les notifier par un avocat. Elena, ils m'ont humilié en public.
Ils ont tout planifié pour me voir m'effondrer devant un restaurant plein de monde. Ils méritent le même traitement. Et s'ils se doutent de quelque chose? Ils ne se douteront de rien. Ils sont trop occupés à planifier comment dépenser mon héritage. Je suis arrivé au terreau le samedi, ponctuellement, à 20h. J'ai demandé la même table que la dernière fois. Le maître d'hôtel m'a reconnu, et a fait un commentaire en espérant que la soirée serait plus joyeuse ce soir. S'il savait seulement. David et Béatrice sont arrivés ensemble à nouveau, mais cette fois-ci, l'atmosphère était complètement différente. Ils étaient détendus, souriants, se tenant par la main, comme un couple d'amoureux qui pouvait enfin s'afficher en public. Béatrice portait une robe qui mettait en valeur son ventre encore petit, mais déjà visible. Marie. Béatrice m'a serré dans ses bras avec une effusion sincère. Tu es magnifique. Cette robe est neuve. Merci. Vous avez bonne mine tous les deux, vous aussi. Comment se passe la grossesse? Super. Nous pensons déjà au prénom. David veut Michael. Si c'est un garçon, je préfère Gabriel. David a tiré la chaise pour que Béatrice s'asseye. Un geste chevaleresque qu'il faisait rarement pour moi. Marina, merci d'avoir accepté de parler de manière aussi pacifique. J'avais peur que je fasse un drame. Imagine, David. Nous sommes tous des adultes, ici. Nous avons commandé la même bouteille de Chianti que la dernière fois. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre nous, mais cette fois-ci, l'atmosphère était à la célébration déguisée. Il pensait avoir gagné le gros lot. Alors, a dit David après la première gorgée, au sujet du divorce, nous voulions te proposer de faire tout ça à l'amiable. Diviser les choses équitablement, sans complication. Diviser les choses équitablement, ai-je répété, en savourant les mots. Dis-moi plus à ce sujet, David. Qu'est-ce que tu considères comme équitable? Béatrice et David ont échangé un regard rapide. Ils avaient répété cette conversation. Eh bien, nous pouvons vendre l'appartement et diviser à 50-50e. Les investissements aussi. Et maintenant, avec ta nouvelle promotion, une pension alimentaire m'aiderait beaucoup, jusqu'à ce que je puisse me stabiliser avec Béa et le bébé. Une pension alimentaire. Il croyait vraiment que j'allais lui payer une pension alimentaire, pendant qu'il élevait un enfant avec ma sœur. J'ai lentement pris mon sac à main, comme si je cherchais quelque chose de spécifique. David et Béatrice me regardaient dans l'expectative, pensant probablement que j'allais sortir des documents de divorce à signer sur le champ, dans une réconciliation amicale qui leur profiterait immensément. Au lieu de cela, j'ai posé l'enveloppe du tribunal contenant le contrat de mariage sur la table. Le papier, jauni par le temps, a fait un bruit sec en heurtant le bois. Avant de parler de division, je dois clarifier quelque chose d'important, que vous semblez avoir oublié. David a froncé les sourcils, en regardant l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Notre contrat de mariage prénuptial. David, tu te souviens de celui que tu as signé il y a 4 ans, en disant que c'était un truc de riche. La couleur a instantanément quitté son visage. Béatrice nous regardait, confuse, passant de l'un à l'autre. Quel accord? Vous avez fait un contrat de mariage? Nous l'avons fait, et David l'a signé sans même le lire correctement. J'ai sorti les pages de l'enveloppe, et je les ai posées sur la table. Ouvertes, pour que les deux puissent les voir. Séparation complète des biens. Tu te souviens de ce que ça veut dire? David a pris les pages avec des mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les lignes, essayant de digérer des mots qu'il n'avait clairement pas compris du tout il y a 4 ans. Calme-toi, Marie, a dit Béatrice, sa voix perdant son assurance précédente. Même avec un contrat, vous étiez mariés. Il y a la communauté partielle des biens, la division des biens acquis pendant le mariage. Pas quand il y a une séparation complète des biens, Béatrice. J'ai pointé du doigt la clause spécifique. C'est ici. Chaque conjoint conservera la propriété individuelle de tous les biens possédés avant le mariage, et de tous les biens acquis pendant le mariage. Tout ce qui est acquis pendant le mariage reste également à celui qui l'a acquis. Mais ça ne peut pas être légal, a protesté David, sa voix montant d'une octave. L'appartement, les investissements. Je vis là-bas. J'ai contribué aux dépenses. Tu as contribué à hauteur de 300 € par mois pour l'épicerie et l'essence. David, j'ai payé les 1800 € pour le crédit,
les 200 € de charges de copropriété, Internet, l'électricité, le téléphone. L'assurance. Tes 300 € ne te donnent pas de droit de propriété sur un appartement de 400 000 €. Béatrice tournait frénétiquement les pages, comme si elle cherchait une faille, un quelconque salut. Mais la pension alimentaire, il a droit à une pension alimentaire. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Page 5, section 3, renonciation à la pension alimentaire. Les deux parties renoncent par la présente à tout droit à une pension alimentaire. Ou une aide financière. David a renoncé à son droit à une pension alimentaire lorsqu'il a signé cela. Je ne savais pas ce que je signais, a crié David, attirant l'attention des tables voisines. Tu m'as piégé. Je t'ai piégé. David, tu étais là quand l'avocate a expliqué chaque clause. Tu as dit que tu comprenais. Il y a des témoins. Tout est enregistré au tribunal. L'expression sur le visage de Béatrice passait de la confusion à l'horreur. La réalité l'a frappé comme un train fou. Tu veux dire qu'il n'a droit à rien? Rien. Zéro. Que dalle. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe. David quitte le mariage exactement comme il y est entré, avec son pick-up financé à crédit, ses vêtements, et ses dettes de carte de crédit. David s'est passé la main sur le visage, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Marina, pour l'amour de Dieu, nous pouvons en parler. Tu ne peux pas me laisser avec rien. Je vais avoir un enfant à charge. Tu vas avoir un enfant à charge, ai-je souligné. Avec ton salaire de vendeur de voitures, ce qui, soit dit en passant, sera assez juste avec la pension alimentaire pour l'enfant. Pension alimentaire pour l'enfant, a demandé Béatrice, sa voix ne sortant plus que comme un murmure. Bien sûr, le père doit payer une pension alimentaire pour son enfant. Au Texas, c'est généralement 20% du revenu net pour un enfant. Si David gagne 5 000 bruts, il lui reste environ 3 800 net. 20% de cette somme, cela fait 760 € par mois, pour toujours? Jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Les deux se sont regardés avec panique. Ils n'avaient clairement pas fait ces calculs. Plus les frais médicaux, la garderie quand ce sera nécessaire, les vêtements, l'éducation. Ça va coûter assez cher d'avoir un bébé, les amis. David s'est enfoncé dans sa chaise. Mon Dieu, Marina, comment peux-tu être si froide? Si calculatrice. Moi, calculatrice? Vous avez planifié cette trahison tous les deux pendant des mois, vous m'avez humilié publiquement dans ce même restaurant, et c'est moi la calculatrice. Béatrice faisait clairement du calcul mental. Si David gagnait 5 000 € par mois, et allait payer 800 € de pension, il lui resterait 4 200 € moins les impôts. Environ 3 400 net pour l'entretenir lui, elle, et un bébé. Béatrice, combien gagnes-tu en tant que freelance, déjà, ai-je demandé, connaissant parfaitement la réponse. Eh bien, ça varie. Environ 2 000 par mois, quand il y a des projets. Environ 2 000 quand il y a des projets. Donc, vous vivrez avec 5 400 € par mois, au mieux, pour 3 personnes. Vous vivrez où? Chez moi, à San Antonio, murmura-t-elle. Cet appartement d'une chambre que tu loues pour 800 €. Ça va être étroit avec un bébé, tu ne trouves pas? Le silence à la table était assourdissant. Autour de nous, les autres clients dînaient joyeusement, inconscients du drame financier qui se déroulait à quelques mètres de là. Marina, a essayé David une fois de plus. Vas-tu vraiment faire ça? Nous laisser sans rien? Je sais que nous t'avons blessé, mais... David, vous ne m'avez pas blessé. Vous avez essayé de me voler. Vous pensiez que j'étais une idiote émotive, qui vous remettrait la moitié de son patrimoine de 600 000 €, simplement parce que vous étiez amoureux. 600 000, a répété Béatrice, incrédule. Surprise. Je suis plus riche que vous ne l'imaginiez. Et maintenant, avec la promotion, je gagnerai 16 000 par mois, pendant que vous vous battrez pour l'argent des couches. David a enfoui son visage dans ses mains. Je suis un idiot. Un idiot fini. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Béatrice a tenté une dernière carte. Marie, tu es ma sœur. Nous avons toujours été une famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Et ta nièce, ou ton neveu? Tu ne veux pas nous aider? Béatrice.
Tu as essayé de voler mon mari, en pensant que tu volerais ma fortune avec lui. Tu as mal calculé. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences de tes choix. Mais la famille. La famille ne trahit pas la famille. La famille n'humilie pas la famille dans des restaurants publics. La famille ne séduit pas le mari de sa propre sœur, par cupidité. Je me suis levé de la table, en laissant 2 billets de 50 €. Encore une fois, plus cassé pour ma part. Vos avocats peuvent contacter la mienne, Elena Williams à Houston. Elle a toutes les informations nécessaires. Marina, attends. David s'est levé, essayant de me suivre. Non, David, c'est toi qui as attendu. Tu as attendu 4 mois pour me dire la vérité. Tu as attendu le jour de ma promotion pour maximiser l'humiliation. Tu as attendu jusqu'à ce que tu penses avoir tout planifié parfaitement. Maintenant, c'est moi qui vais vous faire attendre. Attendre quoi? A demandé Béatrice, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Attendre de voir ce que ça fait d'être pauvre. Ce que ça fait de vivre en comptant ses centimes. Ce que ça fait de ne pas pouvoir payer un dîner dans un restaurant à 200 €. Je me suis arrêté à la porte, en les regardant tous les deux en arrière. Peut-être que maintenant vous comprendrez, pourquoi je travaille si dur pour avoir ce que j'ai, et pourquoi je protège ce qui m'appartient. J'ai quitté le terzo, en entendant Béatrice se mettre à pleurer, et David jurer à voix basse. Dans le parking, assise dans ma voiture, je me suis accordé un moment de pure satisfaction. Ils avaient essayé de me détruire, et avaient fini par se détruire eux-mêmes. Mon téléphone a sonné. C'était Elena. Alors, comment c'était le théâtre? Mieux que Broadway. Tu aurais dû voir leur visage, quand ils ont compris qu'ils n'auraient rien. Marina, tu es diabolique, et j'approuve complètement. Elena, puis-je demander le divorce demain? Je peux déposer les papiers lundi. Dans 60 jours, tu seras libre, et ils seront toujours pauvres. J'ai conduit jusqu'à chez moi en souriant, pour la première fois depuis des semaines. En fait, je souriais plus que je n'avais souri depuis des années. 6 mois plus tard, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité, que je n'aurais jamais imaginé possible. Le divorce a été finalisé en exactement 60 jours. David n'a pas contesté, probablement parce que n'importe quel avocat compétent lui aurait expliqué, qu'il n'avait pas la moindre chance de gagner. Elena a fait un travail impeccable, et je suis officiellement devenu célibataire, par un matin ensoleillé de juillet. À travers les réseaux sociaux, et les inévitables commentaires de ma mère, j'ai suivi de loin la réalité à laquelle David et Béatrice étaient confrontés. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Vous savez que vous devriez détourner le regard, mais vous n'y arrivez pas. David continuait de travailler à la concession BMW. Mais les choses n'étaient pas faciles. Avec l'économie instable, les ventes de voitures de luxe avaient diminué, et ses commissions avaient chuté avec. Selon ma mère, il gagnait environ 3 500 € par mois, bien moins que les 5 000 qu'il gagnait auparavant. Marina, David traverse des difficultés, a dit ma mère lors d'une de nos conversations téléphoniques hebdomadaires. Avec la pension pour le bébé, il lui reste très peu pour vivre. Quel dommage, ai-je répondu, sans la moindre once de véritable sympathie. Mais les bébés coûtent cher. Il aurait dû y penser avant. La petite Sophia était née en septembre, une petite fille qui, d'après les photos circulant dans la famille, avait les yeux de David, et l'entêtement de Béatrice. La pension alimentaire de 800 € par mois était automatiquement déduite du salaire de David, laissant encore moins d'argent pour ses propres dépenses. Béatrice était retournée vivre chez nos parents, à San Antonio. L'appartement d'une chambre qu'elle louait était impossible à vivre, pour un couple avec un bébé. Et même en partageant les factures, ils ne pouvaient pas s'offrir quelque chose de plus grand. Nos parents, déjà à la retraite et vivant avec un revenu limité, soutenaient maintenant 3 adultes et un bébé, sur la seule retraite de mon père. Béatrice essaie d'obtenir plus de clients, mais c'est difficile avec le bébé, a continué ma mère. Et David, il semble si fatigué ces derniers temps, il travaille tard, il conduit 1h30 chaque jour, entre Austin et San Antonio. David avait essayé de déménager à San Antonio, pour être plus proche de la famille, mais il n'avait pas pu obtenir de transfert à la concession. Maintenant, il faisait le trajet quotidiennement, dépensant une fortune en essence, une dépense qu'il pouvait à peine se permettre. Il a demandé à te parler, a dit ma mère, avec hésitation. Peut-être que vous pourriez résoudre certaines choses.
Maman, nous n'avons rien à résoudre. Le divorce est finalisé. Il a une nouvelle famille. Que chacun suive sa propre vie. C'était vrai. J'avais suivi ma vie de façon spectaculaire. Avec le divorce réglé et la trahison surmontée, mon énergie s'est multipliée de façon exponentielle. J'ai concentré toutes mes forces sur ma carrière et mes affaires, et les résultats ont dépassé mes attentes les plus optimistes. En tant que directrice commerciale, j'ai battu tous les objectifs du premier trimestre, en obtenant la prime maximale. Mon salaire effectif a atteint 22 000 € par mois, pendant certaines périodes. La start-up dont j'étais partenaire a obtenu de nouveaux investissements, triplant ainsi la valeur de ma participation. En octobre, j'ai trouvé un loft encore plus grand, et plus moderne, au centre-ville d'Austin. 2 étages, 3 chambres, avec une terrasse privée et vue sur le lac. J'ai vendu mon ancien appartement pour 500 000 €, réalisant un bénéfice de 80 000 € en 5 ans, et j'ai acheté le loft comptant pour 700 000 €. J'ai tout rénové, de A à Z, cuisine allemande, domotique complète, salle de sport privée, bureau avec vue panoramique. J'ai dépensé 200 000 € pour la rénovation, mais le résultat était une véritable œuvre d'art architecturale, qui a fait la couverture du magazine Austin Home and Design. Waouh, Marina, a dit Simone, mon assistante, lorsqu'elle est venue voir le nouveau loft. On dirait une maison de film. Tu as accompli le rêve américain. C'était vrai. À 30 ans, j'avais une valeur nette de plus d'1 million €, une carrière solide dans une entreprise internationale, et une liberté totale pour faire ce que je voulais. J'ai voyagé en Europe 3 fois cette année-là. Paris, Rome, Barcelone. Toujours seul, toujours en première classe, en séjournant toujours dans les meilleurs hôtels. J'ai acheté des vêtements dans des boutiques que je considérais auparavant comme trop chères, j'ai dîné dans des restaurants étoilés au guide Michelin, j'ai fait du shopping sans regarder les prix. La solitude, curieusement, je ne la ressentais pas. Après avoir été trahi par ceux en qui j'avais le plus confiance, la paix d'être seul était presque addictive. Je n'avais besoin d'expliquer mes dépenses à personne. Je n'avais pas besoin de prendre en compte l'opinion des autres dans mes décisions. Je n'avais pas besoin de partager mon espace, ou mon temps. J'ai commencé une thérapie, non pas par tristesse, mais pour mon développement personnel. Le docteur Rebecca Chen, une incroyable psychologue d'origine asiatique, m'a aidé à digérer non seulement la trahison, mais aussi des années de relations toxiques, déguisées en amour familial. Marina, vous avez grandi en croyant que vous deviez prendre soin de tout le monde autour de vous, a-t-elle dit lors d'une séance. Votre sœur, vos parents, votre ex-mari. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a pris soin de vous? C'était une question simple, qui m'a fait pleurer pendant 15 minutes. J'avais toujours été la pourvoyeuse, la responsable, celle qui résolvait les problèmes. Je ne m'étais jamais arrêté pour penser, si quelqu'un prenait soin de moi. Il est peut-être temps pour vous de vous faire passer en premier, a suggéré le docteur Chen. Et de découvrir qui vous êtes, quand vous ne soutenez pas les autres. C'est exactement ce que j'ai fait. Pendant la période des fêtes, j'ai reçu plusieurs messages de Béatrice. D'abord, des tentatives de réconciliation, puis des demandes directes d'aide financière. Marie, je sais que tu es contrariée, mais nous sommes sœurs. Sophia est ta nièce. Ne peux-tu pas au moins aider avec quelques affaires pour le bébé? Marina, les dépenses pour Sophia sont très élevées. Couches, médicaments, pédiatre. David se tue au travail, mais il n'arrive pas à tout couvrir. Marie, pour l'amour de Dieu, réponds à mes messages. Nous avons besoin d'aide, et tu es la seule personne de la famille qui peut se le permettre. Je les ai tous lus, sans y répondre. J'ai bloqué le numéro après le 10e message. Ma mère a essayé de servir de médiatrice. Marina, peu importe la blessure, l'enfant est innocente. Ne veux-tu pas rencontrer ta nièce? Maman, quand Béatrice a décidé de séduire mon mari, elle a fait un choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences de ce choix. Ce n'est pas ma responsabilité de résoudre les problèmes financiers qu'ils ont créés. Mais tu as tellement d'argent. J'ai tellement d'argent, parce que j'ai travaillé dur pour l'avoir, et parce que j'ai protégé ce que j'ai construit. Si Béatrice voulait une stabilité financière pour son enfant, elle aurait dû y penser, avant de tomber enceinte d'un homme qui gagne 4 000 € par mois. J'ai été dur avec ma mère, mais c'était nécessaire. Toute la famille s'était habituée à l'idée que j'étais la banque d'urgence personnelle pour n'importe quelle crise.
Ce n'était plus le cas. Pour mon 30e anniversaire, en décembre, j'ai organisé une fête dans le nouveau loft. J'ai invité des collègues de travail, des amis d'université, quelques personnes que j'avais rencontrées en voyageant, 50 personnes élégantes, avec du champagne français, un traiteur professionnel, et un musicien en live. En regardant par la fenêtre de ma terrasse les lumières d'Austin, avec une coupe de Dom Pérignon à la main, et entouré de personnes qui appréciaient sincèrement ma compagnie, j'ai ressenti une profonde gratitude. De la gratitude que David m'ait trahi. Sans cette trahison, je n'aurais jamais découvert ma propre force. Je n'aurais jamais appris à fixer des limites. Je n'aurais jamais réalisé que je pouvais être complètement heureux seul. De la gratitude pour le contrat de mariage, que la version plus jeune de moi-même avait eu la sagesse de faire. Ces papiers m'ont sauvé d'années de batailles juridiques, et m'ont permis de recommencer ma vie immédiatement. De la gratitude même pour Béatrice. Sans son envie et son avidité, je n'aurais jamais appris que toute famille ne mérite pas une loyauté inconditionnelle. Certaines personnes sont toxiques, indépendamment des liens de sang. La semaine après mon anniversaire, j'ai reçu une dernière tentative de contact. Pas de Béatrice ou de David, mais de mon père. Marina, ta mère ne voulait pas que j'appelle, mais j'ai besoin de te parler. Les choses sont très difficiles ici à la maison. David a perdu son emploi à la concession la semaine dernière. Des coupes de fin d'année. Mon père s'immisçait rarement dans les conflits familiaux. Quand il appelait, c'est que la situation était vraiment critique. Et que veux-tu que je fasse, papa? Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais plus quoi faire. Il y a 4 personnes ici à la maison, un enfant en bas âge, et maintenant sans le revenu de David. Ta mère parle de retourner travailler, mais elle a 70 ans. J'ai ressenti un pincement de culpabilité. Sincère, pour la première fois depuis des mois. Mes parents n'étaient pas à blâmer pour la situation. Ils essayaient juste d'aider une fille en difficulté, comme le font les parents. Papa, je peux vous aider, mais je ne donnerai pas d'argent à David ou à Béatrice directement. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, une facture d'électricité, des courses, le pédiatre pour Sophia. Envoie-moi les factures et je les paierai directement. C'est mon offre. Je vais vous aider, vous qui êtes innocent dans cette histoire, mais je ne financerai pas les mauvais choix que David et Béatrice ont faits. Mon père a accepté, soulagé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu quelques factures par email. 200 € pour l'électricité, 300 € d'épicerie, 150 € pour une consultation pédiatrique. Des montants dérisoires pour moi, mais qui faisaient une énorme différence pour eux. Je n'ai plus jamais eu de contact direct avec David ou Béatrice. Selon mon père, David a trouvé un emploi dans une concession plus petite, gagnant la moitié de ce qu'il gagnait avant. Béatrice a continué à faire des travaux ponctuels en freelance, mais avec un enfant en bas âge, il était impossible de travailler à temps plein. Ils ont déménagé dans un parc de mobile homes à San Antonio. Un loyer mensuel de 500 € pour un espace minuscule, mais c'était ce qu'ils pouvaient se permettre. La pension alimentaire de Sophia a continué d'être déduite automatiquement, leur laissant encore moins d'argent. Ils se disputent beaucoup à propos de l'argent, m'a dit mon père lors d'une conversation. David reproche à Béatrice d'avoir insisté pour le divorce. Béatrice lui reproche d'avoir perdu son travail. C'est un cycle sans fin. C'était exactement ce que j'imaginais qu'il se passerait, lorsque des gens se mettent ensemble pour de mauvaises raisons. La cupidité, l'envie, l'opportunisme, et puis la réalité financière qui frappe à la porte. Le faux amour disparaît rapidement. 2 ans après la trahison, ma vie était complètement transformée, non seulement financièrement, mais émotionnellement. J'ai appris à dire non, sans ressentir de culpabilité. J'ai appris que l'estime de soi est non négociable. J'ai appris que certaines personnes sont incapables d'aimer sincèrement. Elles ne peuvent voir les autres personnes que comme des ressources à exploiter. J'ai commencé à fréquenter Daniel, un architecte que j'ai rencontré lors d'une exposition d'art. Il avait sa propre entreprise prospère, ses propres ressources, ses propres ambitions. Notre relation était basée sur un véritable partenariat, et non sur une dépendance financière ou émotionnelle. Tu as une force impressionnante, m'a-t-il dit un soir, alors que nous dînions sur la terrasse de mon loft, mais aussi une paix intérieure qui est rare. Il avait raison. J'avais trouvé une paix qui venait du fait de savoir exactement qui j'étais, et ce que je méritais.
Je n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Je n'avais plus besoin de soutenir des gens qui n'apportaient rien à ma vie. Sophia a eu 2 ans sans que je ne la rencontre personnellement. D'après les photos que ma mère insistait pour me montrer sur son téléphone, c'était une belle enfant, apparemment en bonne santé. Je ressentais une pointe de curiosité à son égard, mais pas suffisamment pour renouer le contact avec Béatrice et David. Certains amis pensaient que j'étais cruel. Marina, c'est ta nièce. La famille ne te manque pas? J'ai une famille, répondais-je. Mes parents, qui m'aiment inconditionnellement. Mes vrais amis, que je me suis fait au fil des années. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui se soucient vraiment de votre bien-être. C'était la vérité. Simone, mon assistante, était plus présente dans ma vie que Béatrice ne l'a jamais été. Elena a continué à être une amie proche, et une conseillère de confiance. Le docteur Chen m'a aidé à grandir d'une manière dont je ne soupçonnais même pas avoir besoin. Pour le 3e anniversaire de la trahison, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était David. Marina, je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu avais raison sur tout. Sur moi, sur Béatrice, sur l'argent. J'ai été un idiot, et j'ai détruit la meilleure chose que j'avais dans la vie. J'espère que tu es heureuse. Lire ce message ne m'a apporté ni satisfaction ni colère, juste une sorte de clôture paisible. David avait enfin compris ce qu'il avait perdu, mais il était trop tard. J'avais complètement tourné la page. J'ai supprimé le message sans répondre. Aujourd'hui, à 32 ans, je regarde en arrière et je vois à quel point cette horrible nuit au terreau était en fait le meilleur cadeau que la vie aurait pu m'offrir. Elle m'a forcé à découvrir qui j'étais vraiment, lorsque je n'étais pas exploité, ou sous-estimé. Je suis maintenant directrice exécutive de l'entreprise, avec un salaire de 300 000 € par an. Ma valeur nette a dépassé les 2 millions. Je voyage régulièrement à travers le monde, tant pour le travail que pour le plaisir. J'ai une relation saine, avec quelqu'un qui m'apprécie, et qui contribue à parts égales à notre partenariat. Plus important encore, j'ai appris que les gens qui vous aiment vraiment n'essaient pas de voler votre paix, votre argent, ou votre dignité. Ils célèbrent vos succès, respectent vos limites, et construisent l'avenir avec vous. David vit toujours dans le parc de Mobile Homes, faisant des petits boulots mal payés, se disputant avec Béatrice pour de l'argent qu'ils n'ont pas. Béatrice continue d'envoyer des messages occasionnels pour demander de l'aide, que je continue d'ignorer. Sophia grandit dans une famille qui lutte financièrement, à cause des choix égoïstes de ses parents. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable d'avoir tant, alors qu'ils ont si peu. Mais ensuite, je me souviens qu'ils ont essayé de me voler. Qu'ils ont planifié mon humiliation. Qu'ils ont calculé ma destruction émotionnelle et financière. Le fait qu'ils aient mal calculé n'est pas de ma faute. J'ai construit tout ce que j'ai grâce à un travail honnête, à des décisions intelligentes, et à une protection adéquate de mes biens. Ils ont essayé de prendre un raccourci par la trahison, et ont découvert que les raccourcis mènent souvent à des impasses. J'ai appris que l'estime de soi et la dignité sont non négociables, que toute famille ne mérite pas votre loyauté, que les personnes sous-estimées peuvent surprendre de manière dévastatrice, et que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Pendant que ceux qui ont essayé de vous nuire récoltent les conséquences de leur propre choix. Mon histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de justice. Elle parle de la découverte qu'il vaut la peine de protéger ce que l'on construit, et que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vie. Et elle parle de cette leçon essentielle, lorsque vous arrêtez de soutenir des gens qui ne font que vous exploiter, il vous reste beaucoup plus d'énergie, pour construire quelque chose de véritablement extraordinaire.